Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de négociation. Pour ça, j'ai le plaisir d'inviter Franck Marchais. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais et comment tu vas pouvoir nous aider à mieux percevoir la négociation? Ce que je vais tenter de vous expliquer, voilà. C'est ça. Alors pour me présenter rapidement, en fait, je m'appelle Franck Marchais. Moi, je suis spécialisé dans tout ce qui tourne autour de l'influence et notamment ce qu'on va appeler la communication inconsciente. Ma spécialité, c'est l'hypnose et j'ai mon propre cabinet de thérapie, de coaching, et donc j'accompagne les gens pour développer un certain sens de la communication et une certaine capacité soit à s'auto-influencer pour changer, soit pour réussir en fait à mieux travailler avec l'autre et mieux communiquer avec l'autre, c'est-à-dire celui qui est en face. Et pour ça, on va utiliser un certain nombre de processus, et notamment des processus hypnotiques, pour être meilleur dans la communication. D'accord, donc là on va pouvoir aborder le sujet de la négociation, voilà, sans forcément hypnotiser notre interlocuteur. Complètement, mais c'est juste, pas le but. Voilà, mais juste utiliser des processus, des leviers psychologiques. Complètement. De manière à mieux négocier sans forcément, je dirais, rentrer dedans de manière agressive. Alors, que l'interlocuteur ne sente pas une négociation agressive. On pourrait pas tout à fait même dire ça, parce qu'en fait ça va dépendre de la personne, tu vas voir, qui est en face de toi. Parce que certaines personnes vont avoir besoin que tu leur rentres dedans. Et inversement, des gens qui au contraire vont vraiment pas supporter. Donc l'idée, c'est d'abord de travailler sa capacité d'observation. Sonder son interlocuteur, sonder un petit peu l'interlocuteur, et puis poser des hypothèses, c'est-à-dire se dire bah tiens, telle personne, voilà, je sais pas pourquoi, mais je sens que peut-être elle a plus besoin que je sois dans du leadership, ou peut-être plus assertive, que je sois un petit peu plus dans ok, il faut que j'ose. Et puis d'autres, bah, il faut peut-être que je l'ouvre un petit peu, que je sois un petit peu plus, peut-être un petit peu plus cool, que j'y aille pas trop directement bille en tête, etc. Et ça, on peut pas le savoir véritablement en amont. Sauf si tu as l'opportunité de discuter avec quelqu'un qui a déjà parlé avec cette personne, qui a déjà négocié avec cette personne. Et donc, forcément, tu vas pouvoir partir avec des points de départ. Mais si tu la connais pas du tout, bah, l'idée ça va être d'y aller un petit peu par essai-erreur. C'est-à-dire que tu vas y aller tout doucement, tu vas picorer un petit peu, et puis si ça accroche, bah, tu continues dans le même sens. Et si ça accroche pas, vite machine arrière, tu poses une hypothèse inverse en disant bon, avec celle-là, il faut vraiment pas que j'y aille comme ça, donc je vais y aller d'une autre manière. Donc la négociation, c'est un ensemble de techniques qui vont globalement s'associer les unes aux autres, mais on peut pas dire pour négocier il faut faire ça. Tu vois, il n'y a pas de... Mais ça dépend de l'interlocuteur. Ça va dépendre tout le temps, ça va dépendre de l'interlocuteur. Quoi que ce soit en termes de vente, c'est-à-dire ou d'achat, quel que soit l'outil que tu veux acheter. Tiens, je vais interviewer notamment Michael Ferrari il n'y a pas longtemps, et on s'est amusé parce qu'on était partis ensemble en voyage, et on s'est amusé à gagner 200, c'était 230 euros je crois, en upgrade. Et c'est une forme de négociation. Parce qu'on était avec nos places et on voulait avoir une meilleure place. Dans l'avion, oui. Et on voulait avoir une meilleure place dans l'avion, donc on upgrade. Et en fait, la négociation, elle a commencé dès qu'on a commencé à poser la question à la personne, à savoir si on pouvait avoir mieux. Et la négociation, elle s'est entamée là. Mais on ne pouvait pas savoir si cette personne, il fallait qu'on lui rentre dedans, s'il fallait qu'on soit très cool, très doux, très machin. Donc on a expérimenté, on a essayé, et puis petit à petit ça s'est construit. Et à la fin, ben, en fait, on a upgradé plusieurs fois, en discutant avec différentes personnes, on a réussi à avoir une véritable amélioration. Ouais. Et ça, donc, c'est juste par des jeux en posant des questions, un type de questions, pour voir un petit peu la réaction par rapport à une question donnée. Et par rapport à la réponse, tu t'adaptes pour prendre une direction différente. Une direction en fonction évidemment tout le temps de ton focus, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux obtenir. Et si tu n'as pas ce focus, tu vas vite te perdre, tu vois, dans tes pérégrinations, aller chercher par-ci, aller chercher... Non, toi, ton focus, c'est je veux obtenir quelque chose. Et donc après, oui, là, tu peux commencer à faire comme ça, tout en ayant ta ligne et tout en ayant le focus de là où tu veux, Il y a des types de questions comme ça à poser, parce qu'une personne qui va, nous, dans notre cadre, ça va être quelqu'un qui va être devant un vendeur, par exemple, une personne, il dit, tiens, voilà, j'ai un bien, une personne qui va venir acheter un bien, un appartement, par exemple, qui vaut 100 000 euros, et moi, j'aimerais bien l'avoir à 80 000 euros. Ben, la première chose à faire, c'est d'abord d'être copain avec la personne en face. Ça, c'est la première chose, c'est qu'il faut supprimer la notion de conflit. Parce que si tu induis une notion de conflit, la personne elle va rester sur son bien et sur son prix et elle va pas vouloir bouger. Donc la première chose, ça va être d'abord d'entamer ce qu'on va appeler une création de lien. Et ça passe en grande partie par ton état d'être,
qui doit ressembler à l'état d'être de la personne qui est en face. C'est-à-dire que si la personne est très un peu sérieuse, etc., et que tu vas super enjoué, super content, et que tu fais un peu le foufou, c'est juste mort. Oui, lui, c'est un fou, ouais, c'est un fou. Ça va pas connecter. Ouais. Par contre, à ce moment-là, tu vas plutôt rentrer dans la même énergie que la personne qui est en face. En communication, on appelle ça de la synchronisation, tu vois. Donc, tu vas juste synchroniser sur la même impression, la même émotion, la même énergie. Et petit à petit, créer du lien. Et quand le lien est créé, à ce moment-là, oui, tu vas commencer à, en fait, soit simplement demander, en te disant, voilà, je suis en train de négocier, moi, sur un immeuble, hein, notamment. Et la seule chose à demander, c'est, est-ce qu'il y a un espace de négociation par rapport à ce prix-là Non. Oui, voilà. Ah bon? Mais pourquoi il n'y a pas d'espace de négociation là? C'est parce que vous avez déjà baissé le prix plusieurs fois? Ou alors c'est parce que oui, vous pensez que c'est... Exactement. Et en fait, tu vas poser plein de questions. Et quelquefois même, tu peux en poser plein. Alors ça, c'est une technique intéressante. C'est tu peux en poser plein sans forcément attendre la réponse de l'autre. Tu veux juste le saturer. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas poser tellement de questions qu'en fait, il n'a pas le temps d'y répondre. Mais il est perdu dans les réponses. Perdu dans les réponses. Et à un moment, c'est bah alors on fait quoi? C'est négociable ou pas? Et en fait, là, tout de suite, tu vas avoir la vraie réponse. Qui, bah, oui, évidemment. Parce qu'en fait, il veut lâcher sur toutes les autres questions qui lui prennent la tête et aller très très vite à la réponse essentielle qui est la dernière que tu viens de lui proposer. Donc ça, c'est une technique qui est intéressante, qui marche bien, parce que les gens ne sont pas tellement habitués à faire ça. Donc quand on dit après se synchroniser avec la personne, ça peut être par exemple de trouver des points communs, voilà. des choses qui vont être partagées. Moi d'expérience, moi je suis commercial je dirais dans la vie de tous les jours, si je puis dire. Voilà, j'ai une formation commerciale et un des points par exemple, ça va être de trouver avec l'interlocuteur une passion commune. Alors ça peut être, on voit qu'il y a une revue de foot ou un journal ou n'importe quoi, et essayer comme ça d'aborder un thème qui n'a rien à voir. Alors, avec le sujet je mets un tout petit bémol sur cette technique-là parce qu'elle est à double tranchant. C'est-à-dire que clairement, les statistiques montrent que si c'est un vendeur professionnel, ça ne marchera pas. Ou ça marchera beaucoup moins bien qu'à une époque parce qu'en fait, on l'a tellement fait qu'il doit venir. Par contre, si c'est un vendeur qui est entre guillemets amateur, c'est-à-dire qui vend de temps en temps des biens, un particulier qui vend son bien par exemple, et il n'est pas habitué à faire ce genre de choses, là ça marche très très bien. Parce que du coup, il va être dans ce phénomène de reconnaissance, il va avoir besoin que vous arriviez à créer un lien rapidement, et donc il va se sentir à l'aise avec toi parce que la première chose que tu mets en place, c'est de trouver un point commun. Ça, c'est ce que font tous les négociateurs au monde, c'est d'abord trouver un point commun. Mais l'aspect trouver une passion, un truc qui est passion, plus... ce qui me banalise, voilà. c'est le point Parce que ça, c'est l'aspect plus personnel. Chez des acheteurs professionnels, ça marche pas très bien. Dans notre cas, ça peut être l'immobilier. Le point commun, c'est l'immobilier. Le point commun, ça peut être l'immobilier. Ça peut être de poser des questions sur la difficulté à vendre ou à acheter, parce qu'en fait, on se rejoint sur ça. L'important, c'est de créer ce lien. Donc, être vigilant. Il y a un tout petit bémol à mettre sur cette technique entre est-ce que c'est un vendeur professionnel, est-ce que c'est un vendeur on va dire non professionnel, amateur, il vend très peu de choses ou pas souvent. Là, oui, c'est une technique qui est vraiment très très intéressante. Et un point important que moi que je conseille toujours, c'est de toujours, même nous en tant que vendeurs, nous aussi avoir une marge de négociation dans ce qu'on fait. Comme on dit, c'est le principe, c'est étant de rester dans le jeu. Et que même si le vendeur à un moment dit non, je veux pas, nous-mêmes pas se fermer et dire tiens, si ce bien à 100 000 euros, j'en voulais 80 000, qui dit non, etc. Pas dire ok, 80 000 ça va pas. Accepter de dire est-ce que à 85, 87, est-ce que une bonne négociation, se garder nous-mêmes une marge de négociation et on négocie dans les deux sens Toujours, parce que sinon tu vas avoir un vrai conflit intérieur dans le sens où le prix, si tu arrives à un prix trop rapidement qui est ton ultime limite, ça va juste pas être possible. À un moment, tu vas te sentir mal avec ta vente, tu vas te sentir mal avec la négociation. Ça a vraiment peu de chances de fonctionner, ou alors tu vas vendre, mais tu vas garder un mauvais souvenir de cette vente-là. Donc l'idée dans ton espace de négociation, c'est évidemment légèrement surestimer, au moins sur le premier aspect, en te disant que même à la fin, de toute façon, le prix que tu as décidé, il est presque au-dessus de ton ultime limite. C'est ce qu'on appelle la mésor. Alors la mésor, c'est ce que tu vas en fait toi déterminer comme l'ultime limite que tu ne veux pas dépasser. Et ça marche à la fois si tu es vendeur et à la fois si tu es acheteur. C'est-à-dire si tu es acheteur, le prix maximum c'est 115 000. Eh bien, ta mésor, c'est 115 000. C'est-à-dire que si tu es à 116 000, tu ne le feras pas. Et à un moment, si tu n'es pas catégorique là-dessus,
bah, ça ne peut pas fonctionner parce qu'en fait, tu vas partir dans tous les sens. Et pareil en tant que vendeur, si ton ultime limite c'est 90, eh ben, du coup c'est 90, pas 89, c'est 90. Sauf si tu es pris au trip et que là, bon, tu es obligé de vendre. Mais ça fait partie de la ligne. C'est dommage, quoi. Donc moi, alors, est-ce que c'est la bonne stratégie? Moi, ce que je conseille toujours, c'est de dire, par exemple, si ce bien qui est à 100 000 euros, moi, je veux l'acheter maximum 90 000, dire je commence la négociation à 80 000, de manière à me garder la marge de manœuvre. Et si le vendeur, lui, ne dit non, je veux pas, eh ben, que ce soit moi qui fasse un pas dans son sens en disant je fais l'effort de remonter. Et là, c'est plus moi qui négocie quelque chose avec lui, mais c'est lui qui obtient quelque chose. Tout en sachant, il obtient que je remonte. Tout en sachant que tu gagneras toujours des points à faire en sorte de poser des questions. C'est-à-dire que plutôt que de proposer, tu seras tout le temps, et ça c'est un fonctionnement inconscient, mais tu seras tout le temps comme une forme de hiérarchie dans la communication en dessous de l'autre. Quand tu poses des questions, tu prends le leadership. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu dis 80 000, avec la personne, tu dis oh non, 80 000, c'est pas possible. Ok, qu'est-ce qui nous permettrait de faire un pas chacun l'un vers l'autre? Et on rentre dans une communication. Et là, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle une négociation. C'est une vraie négociation. C'est-à-dire que ce n'est pas ok, alors 85? Non. Oui, c'est pas 86? Bah non. 87? Ok, on s'arrête quand Jusqu'au moment où, non mais mon prix est 115. Pourquoi? Parce qu'il sent que de toute façon tu es prêt à monter. Puisque si tu montes de 80 à 85 en 2 secondes et demie, si tu montes de 85 à 86 sans même réfléchir, le mec il dit bah il a qu'à s'arrêter au prix que j'ai vraiment décidé, ou à la limite je vais lui faire une fleur de 3000 euros, tu vois, quelque chose comme ça. Mais non, à un moment c'est je propose 80. Imaginons le prix il est à 100. Tu proposes 80. La personne dit non, à 80 ça me convient pas, d'accord. Bon, je peux entendre que ma première proposition ne vous convienne pas. À ce moment-là, ok, si on rentre véritablement dans un espace, vous savez que ça m'intéresse et je sais que vous avez envie de vendre. Donc globalement, on peut théoriquement déjà se dire qu'on est capable de faire affaire. On peut s'entendre. Là, on est déjà en train de créer un point commun. C'est j'ai envie d'acheter, tu as envie de vendre. Donc normalement, la personne, si je lui parle comme ça, tu vois, ça devrait déjà lui faire une forme de soulagement. Et l'idée, c'est surtout pas de proposer un nouveau prix, parce que même si je lui propose 90, rien ne l'empêche de dire non, 95. Et en fait, toi, tu as perdu 15 000. D'accord? C'est elle qui doit proposer? C'est elle qui doit être dans une forme de proposition. C'est de dire, bah écoutez, oui, moi, à la limite, je serais en capacité peut-être 95. Ouais, mais 95, moi, je vous ai proposé 80. Ouais, c'est un peu ok, quoi. Ok. Est-ce que vous êtes encore capable de? Et moi, j'ai toujours rien proposé. Est-ce que vous êtes encore capable de? Et en fait, je vais tout le temps être dans la forme d'une proposition, ce qu'on appelle une proposition induite. C'est-à-dire, j'induis le fait que c'est vraiment le 90 que je recherche, mais je lui dis jamais. Pour qu'elle, c'est ouais, mais 91. Ouais, donc en fait, on est à 1000 euros de faire affaire, quoi. Et là, à ce moment-là, la personne, elle dit ah, putain, 1000 euros, c'est plus rien. Elle n'est pas sur les 9000, tu vois, elle est juste sur le 1000 euros de faire affaire. Et donc, du coup, il y a de grandes chances quand même que ça se fasse. Donc, oh non, mais non, parce que j'ai quelqu'un qui a visité, etc. Donc, il a visité, mais il vous le prend à 90, il vous le prend à 91. Moi, à 90, on peut faire affaire. Et à ce moment-là, il est plus tu vois, il est à 1000 et ça va très très vite, tu vois. Il n'y a pas besoin d'aller dans des structures folles. Simplement, d'abord, oser le faire. Parce que c'est ça, souvent, la plupart du temps. Souvent, c'est ça. Les gens n'osent pas négocier. Ça, c'est quelque chose qui est important. Il suffit de demander. C'est de la communication, c'est du dialogue. Si vous voulez vous entraîner, vous allez au Maroc, vous allez au souk, et puis là, vous allez négocier. Et puis là, de toute façon, clairement, vous allez apprendre à le faire. D'abord, parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Que de toute façon, c'est un sport national là-bas, donc vous n'allez pas passer pour un dingue de le faire. Donc voilà, c'est un très bon entraînement. Et si vous savez le faire là-bas, vous savez le faire partout. Donc c'est pas compliqué. Et je dirais que même sans aller au Maroc, ne serait-ce que d'aller au marché. Voilà. Vous allez au marché et puis. Ouais, mais c'est plus fun d'aller au Maroc. Tu en proposes ouais, c'est mieux d'aller au Maroc. Mais bon, la personne, tout le monde peut pas forcément comme ça aller dire tiens, je vais apprendre à négocier, je vais une semaine au Maroc pour apprendre à négocier. C'est une bonne idée. Mais c'est une bonne idée. Activité de vacances. C'est ça. Activité de négociation. Mais effectivement, tu peux le faire avec des agriculteurs, tu peux le faire dans des marchés, tu peux le faire. Mais même au quotidien, tu peux le faire avec des achats dans n'importe quel magasin, tu vois, assez bizarrement. Une place dans un avion. Une place dans un avion, ça s'est fait, c'était fun, on s'est amusé. Et puis l'idée, c'était pas. Enfin, encore une fois, on voulait l'obtenir, mais c'était pas ouais, on veut absolument. C'est si tu l'as pas, c'est pas grave. Comment on va le faire pour s'amuser? Et comme du coup l'enjeu est dégagé, parce qu'en fait c'est pas urgent, important, fondamental, vital de l'obtenir, c'est un fun quoi. C'est juste pour s'amuser et de se dire tiens, on va s'amuser, on va essayer de l'obtenir. Et en fait ça s'est passé en 2 étapes, parce que la première personne qu'on a rencontrée lorsqu'on a pris nos billets, elle était capable de nous offrir un meilleur upgrade. Donc en fait 75 € d'upgrade. Mais n'était pas capable de nous offrir le 115 €, qui était encore un peu trop haut par rapport à sa propre décision.
Donc on a pris le 75, on est allé un petit peu plus loin, on a déposé nos bagages, on a redemandé à la personne qui prenait les bagages, est-ce qu'il y a des classes à faire, est-ce qu'on peut être upgradé, non mais j'ai pas le temps, bon ok, pas sympa, ça sert à rien d'essayer de négocier avec elle. Allez à la billetterie, ça, tu vois, la râleuse quoi, donc on est parti à la billetterie, et là on a à nouveau joué un peu les néophytes, un peu les idiots. Écoutez, on est désolé, on voudrait savoir s'il y a encore de la place en classe à faire. Donc, tu vois, le message quand on dit ça, c'est on est prêt à acheter une classe à faire qui est bien plus haute. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi ma collègue, elle s'est pas occupée de vous, etc. Elle nous a dit de venir vous voir, elle n'avait pas le temps. Oh là là, attendez, je vais faire ça ici, vous inquiétez pas. Et il se retrouve avec notre billet déjà upgradé, mais il ne savait pas qu'il était upgradé. Il pensait que c'était déjà notre billet de base. Celui avec les 75 euros. Celui avec les 75 euros, déjà d'upgrade, tu vois, de plus. Donc pour lui, en fait de 75 à 115 euros, il y avait quasiment rien. Donc du coup, il est dit, allez, je vais vous faire une fleur, je vous donne celui à 115. Ce qui fait qu'en fait, en 2 étapes, on s'est retrouvé avec deux petits cadeaux qui nous a fait un gros cadeau. D'accord, donc il a voyagé dans une classe supérieure, avec plus de place, etc. Et sur nos 2 billets, ça faisait 230 euros comme ça, ce qui représente à peu près 30% du billet, donc c'était quand même pas négligeable, tu vois, c'était quand même intéressant. Et ça, c'est juste le fait de demander. Mais en enlevant la pression, tu vois, la pression émotionnelle en termes de charge, il faut absolument que je l'obtienne. Non, il faut être détaché de ça. Si tu arrives à te détacher, c'est ce que je dis souvent aussi en immobilier, c'est que quand on investit dans l'immobilier, on a envie de faire un investissement, on a envie d'avoir ce bien-là, mais au pire des cas, si on ne l'a pas, c'est pas grave, il y en aura un autre. C'est sûr que c'est une bonne affaire, vous avez envie de l'avoir, mais là, si ce bien-là, il n'était pas en vente, il ne serait pas là. Ah non. Donc, ou si quelqu'un l'avait proposé avant ou elle l'avait acheté avant, il ne serait pas là. Donc, vous faites une proposition. Si ça marche, si vous arrivez à vous entendre, tant mieux. Mais dans la négociation, il ne faut pas dire il me le faut absolument et être prêt à tout donner pour l'avoir. Si vous arrivez à le négocier au prix correctement, tant mieux. Et il faut justement avoir ce détachement. Dire si je ne l'ai pas, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Ah, et puis moi, je suis l'exemple typique, tu vois, sur une affaire en immobilier, où ça fait 6 ans que je recherche quelque chose, et ça fait 6 ans que je cherche, que je gratte, que je visite, que je négocie, etc. Et je n'ai toujours pas ce que je veux. Et là, il y a un mois et demi, je suis vraiment tombé sur quelque chose qui, là, tu vois, m'a vraiment dit, ok, il faut que je me méfie de ça. Parce que ce coup de cœur, il est contre-productif par rapport à la négociation. Parce que comme je le veux vraiment, et que vraiment il m'intéresse plus que les autres, je risque d'être beaucoup moins bon dans la négociation parce que je suis impliqué émotionnellement. Et le problème d'une négociation, c'est l'implication émotionnelle. Tu vois, en commençant la vidéo, tu m'as dit, est-ce qu'il y a un livre, tu voulais qu'on en parle à la fin de la vidéo, est-ce qu'il y a un livre qui m'a impacté, tout ça, machin. J'ai dit, bon, pas nécessairement impacté, mais il y a un bon livre pour quelqu'un qui veut apprendre à négocier ou commencer à négocier. C'est le livre de Laurent Combalbert qui s'appelle Négocier mieux que vos enfants, qui n'est pas du tout une négociation pour l'achat immobilier, des choses comme ça, c'est négocier avec ses des négociations de tous les jours. Voilà, de tous les jours au quotidien. Mais c'est intéressant parce qu'à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a des stratégies qui sont vraiment puissantes, performantes et toutes bêtes. Parce que souvent, en fait, la négociation, c'est souvent des techniques toutes bêtes et qui fonctionnent bien. Et Laurent Combalbert, il disait, j'ai fait des négociations partout dans le monde, avec des prises d'otages, avec voilà, c'était des kidnappings, des enfants, des choses comme ça, etc. Donc des négociations vraiment terribles, avec des difficultés incroyables. Et il disait, mes négociations les plus difficiles étaient avec mes enfants. Et pourquoi les négociations les plus difficiles étaient avec les enfants? C'est parce qu'il était impliqué émotionnellement. Et comme impliqué émotionnellement, du coup la raison, elle va perdre un petit peu en efficacité, forcément il va être moins efficace. Donc si vous voulez absolument un bien, faites en sorte que la personne en face ne le sache pas. Parce que si elle s'en rend compte, alors là elle a tout le levier du monde pour en fait vous pousser forcément vers l'achat. C'est ce que j'appelle moi souvent, il faut acheter avec sa tête et pas avec son cœur. Exactement. En tout cas, si on peut le faire, réussir à prendre ce recul-là, forcément vous allez gagner des points un maximum par rapport à votre efficacité, par rapport à ce potentiel de négociation. Parce qu'on parle toujours de potentiel de négociation. Mais si vous êtes trop impliqué émotionnellement, là il y a un vrai risque que l'autre s'en rende compte. Et alors là, le levier de négociation, il a complètement disparu. Écoute, je te remercie. J'espère que ça aura donné un petit peu quelques idées ou essayer de faire sauter un petit peu quelques blocages si vous avez des difficultés à négocier, si vous êtes un petit peu timide dans les négociations. C'est des choses qui sont pas insurmontables. Donc je vous conseille en même temps, je vous mettrai le lien sous la vidéo, le blog de Franck où il y a des tas de conseils comme ça sur la négociation et sur des tas d'autres choses. Ce qui tourne autour de la communication. Voilà. Donc voilà. Et je vous remercie et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.
revoir. Ciao.